leader sur l'accompagnement des entreprises dans l'obtention de financement de l'innovation et de la recherche, vous propose régulièrement des webinaires sur cette thématique. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la méthodologie de sélection des projets éligibles au dispositif du crédit impôt recherche, ainsi que les bonnes pratiques de collaboration et de communication entre les directions R&D et financières. Méthodologie de sélection de projets R&D pour sécuriser votre CIR, tel est le sujet de ce webinaire qu'Heming vous propose aujourd'hui. Accueillons nos deux intervenants. Laurie Viraud, bonjour Laurie. Bonjour Jean-Noël. Vous êtes programme leader innovation chez Heming, et Bruno Coulmans, bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes directeur consulting innovation chez Heming. Bruno, en guise d'introduction, peut-être pouvez-vous nous fournir quelques éléments de contexte pour nous présenter Heming? Alors tout à fait, nous sommes un groupe international de conseil en business performance avec plus de 30 années d'expérience. Nous sommes implantés aujourd'hui dans 16 pays à travers le monde avec un chiffre d'affaires de 173 millions d'euros et nous sommes plus de 1500 collaborateurs. Nous intervenons auprès des différentes directions de l'entreprise dans 4 domaines clés, à savoir les ressources humaines, les opérations, la finance et l'innovation. Au sein de notre business line finance et innovation performance, nous accompagnons notamment les entreprises pour améliorer leur performance d'innovation à travers 4 grandes dimensions: la stratégie d'innovation, l'organisation de l'innovation et les processus associés, le pilotage du portefeuille de projet et la connaissance du marché, dont l'accès au financement de l'innovation, notamment à travers le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, à savoir le crédit d'impôt recherche. Exactement. À travers ce webinaire, les experts d'Heming souhaitent vous faire partager leur méthodologie de gestion des risques en matière de crédit impôt recherche, issue de 30 années d'expérience et du benchmark des pratiques des organes de contrôle le plus conséquent du marché. Alors, le programme de ce webinaire: comment évaluer le niveau d'éligibilité de vos projets, comment évaluer la capacité de justification scientifique, quelles sont les menaces et les opportunités pour cartographier son portefeuille de projets, quel calendrier pour les échanges entre la direction financière et la direction R&D. Enfin, nous aborderons nos recommandations et nos préconisations à mettre en œuvre. Ce webinaire est un webinaire interactif. N'hésitez pas à poser vos questions. Pour cela, vous utilisez la petite fenêtre qui apparaît sur la droite de votre écran. Je préconise de pouvoir poser vos questions tout au long de ce webinaire. Nous aurons peut-être également l'occasion d'y répondre tout au cours de cette présentation. Nous démarrons avec Bruno et la première partie de ce webinaire. Pourquoi analyser le périmètre des projets? Alors, aujourd'hui, le crédit d'impôt recherche est un dispositif qui représente presque 6 milliards de coûts pour l'État. C'est un système déclaratif soumis à contrôle. Ce contrôle intervient a posteriori des travaux et de la déclaration, potentiellement jusqu'à 3 ans après l'année de la déclaration. Les contrôles au fil du temps sont devenus de plus en plus rigoureux et pointus au regard de la dépense budgétaire engendrée notamment. Ce contrôle peut être diligenté par 2 services de l'État que sont l'administration fiscale et les experts du ministère de la Recherche. La pierre angulaire du dispositif réside dans la capacité des entreprises à identifier pour chaque année les projets qui peuvent potentiellement entrer dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche. Donc, cette étape est le point de départ pour établir une déclaration de crédit d'impôt recherche robuste. Il faut arriver au sein de son portefeuille projet à séparer le bon grain de l'ivraie. Or, la difficulté pour les entreprises est de connaître et d'assimiler les référentiels d'éligibilité pour le CIR qui dans tous les cas laissent place à une certaine part d'interprétation et donc de subjectivité, avec potentiellement le risque de se tromper. On est loin d'une approche purement binaire, éligible, non éligible. Il existe donc de nombreux référentiels qui viennent réglementer ou éclairer la nature des activités ou des dépenses éligibles en matière de crédit d'impôt recherche. On a d'un côté des référentiels génériques spécifiques au CIR. Pour le coup, il s'agit des textes qui réglementent le dispositif et à mon sens, il est primordial d'en avoir connaissance pour une maîtrise pleine et entière du sujet. On a d'abord le référentiel législatif, ce que dit la loi, notamment à travers l'article 244 quater B du Code général des impôts, qui est l'article fondateur du crédit d'impôt recherche, et l'article 49 septies F de l'annexe 3 du CGI, qui vient préciser la nature des activités qui entrent dans ce champ d'application du crédit d'impôt recherche. On a également le référentiel doctrinal, c'est-à-dire ce que l'administration fiscale interprète et recommande à travers le bulletin officiel des finances publiques. On a également le référentiel jurisprudentiel. Celui-ci est plus difficile d'accès car l'information n'est pas forcément regroupée et nécessite potentiellement un accès à des bases de données juridiques et fiscales souvent payantes. Enfin, le guide annuel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est un guide important qui se veut pédagogique et qui a pour objectif d'aider les entreprises dans leur déclaration de CIR, que ce soit en présentant la nature des activités éligibles ou des dépenses éligibles. Ce guide n'est pas opposable à l'administration fiscale. Les divergences peuvent parfois être constatées entre la doctrine administrative et le guide en question. Toutefois, on sait que les experts se basent sur ce guide
pour évaluer les projets. Il est donc important de comprendre leur grille d'analyse et de l'assimiler. Il ne faudra pas hésiter à consulter les différentes versions du guide au cours des 2 ou 3 dernières années, car l'approche est parfois un peu différente d'une année sur l'autre. On peut reprocher par exemple la version 2016 d'être un peu plus conceptuelle sur certains points que la version 2015 concernant l'interprétation de la nature des activités éligibles. Du moins, c'est notre ressenti chez EMING. Ça ne facilite pas la compréhension de ce que c'est qu'un projet éligible pour les entrepreneurs. Il existe également des référentiels techniques et scientifiques sans valeur juridique, mais qui précisent le périmètre de la R&D et de l'innovation. On parle là du manuel de Frascati, une méthode type proposée par l'OCDE, dédiée aux enquêtes sur la recherche et le développement expérimental. Ce manuel contient les définitions des notions de base de la R&D, qui sont d'ailleurs reprises dans les textes réglementaires du crédit d'impôt recherche. On a également le manuel d'Oslo, qui est une méthode type de l'OCDE qui expose, on va dire, les principes directeurs pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation. Il s'agit d'activités non éligibles au crédit d'impôt recherche, mais ce recueil va permettre de distinguer justement les activités qui relèvent de l'innovation technologique non éligible versus les activités de recherche et développement qui, elles, sont éligibles. On a également tous les axes de recherche et développement exposés à travers les programmes de financement direct de l'innovation, qu'ils soient nationaux, type FUI ou ANR, ou européens avec le programme H2020. Ou encore les échelles de maturité technologique de type TRL, Technology Readiness Level, qui vont permettre de matérialiser la progression d'un projet de recherche et développement de sa phase d'idéation jusqu'aux étapes précédant la production à grande échelle. La maîtrise de ces derniers référentiels peut être considérée comme facultative, mais elle permet, selon moi, de mieux comprendre et intégrer en profondeur la nature d'une activité de recherche et développement par rapport à une activité d'innovation ou d'ingénierie ou de développement classique. L'enjeu, au final, en fait, c'est de définir la robustesse de son crédit d'impôt recherche à travers une méthodologie de hiérarchisation de ses projets en termes de force et de faiblesse au regard du référentiel du dispositif de crédit d'impôt recherche et ensuite d'élaborer des plans d'action court ou moyen terme pour renforcer, quand cela est possible, les éventuelles zones de faiblesse constatées sur certains projets. Laurie, du coup, peux-tu, toi, nous présenter l'approche méthodologique que nous préconisons pour réaliser cette cartographie des projets? Bien sûr. La méthodologie que nous préconisons doit reposer sur 3 piliers forts. Le niveau d'éligibilité, la capacité de justification technique et l'estimation des enjeux financiers. Ceci est primordial pour pouvoir répondre aux questions qui vous seront posées en cas de contrôle fiscal. Mes projets sont-ils éligibles et suis-je en mesure de le justifier scientifiquement? En analysant votre CIR selon ces 3 axes, vous disposez ainsi d'une méthodologie objective qui s'appuie exclusivement sur des preuves factuelles. Dans le webinaire d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les 2 premiers axes d'analyse. Voyons-les plus en détail. Donc, le premier porte sur l'analyse de l'éligibilité du projet et repose sur 5 points. La portée de la R&D, c'est-à-dire est-ce que le projet présente un caractère innovant, le niveau de l'état de l'art en début de projet et les verrous scientifiques, est-ce que la littérature montre des limites, des aléas techniques, des difficultés à surmonter et des incertitudes à dissiper, la démarche de R&D qui a été suivie tout au long du projet, et enfin les progrès réalisés par rapport à l'état de l'art, l'apport de connaissances. La méthode consiste donc à confronter l'ambition initiale du projet, le gap technologique à atteindre avec la démarche qui a été suivie, pour finalement mesurer les apports du projet par rapport à l'existant. Dans cet exemple, nous avons mis une grille de notation. Pour chaque partie, vous voyez une note entre 0 et 4 qui peut être appliquée pour finalement obtenir un total sur 20 points. Nous allons prendre 2 exemples. Premièrement, par rapport au caractère innovant du projet. S'il est restreint au domaine technique, par exemple, une note de 3 sera appliquée. Tandis que si une réelle rupture technologique est constatée, la note sera de 4. Pour la démarche de R&D, il convient de démontrer que différentes hypothèses ont été formulées puis testées pour avoir une note de 2. Tandis qu'une démarche itérative plus simpliste, sans réelle interprétation des résultats, aurait donné une note de 1. Donc ce système de notation sur 20 est bien évidemment réalisé et adapté en fonction des définitions de la R&D éligible et du domaine. Le deuxième axe d'analyse de cette méthode consiste en analysant la capacité de justification technique. 3 points peuvent alors être étudiés.
La valorisation de la R&D, est-ce qu'il y a une publication de brevets, d'articles scientifiques par exemple? Le positionnement de la R&D, et enfin la traçabilité de la R&D. Tout cela pour obtenir une note sur 10 dans la grille que nous proposons. Par exemple, pour l'état de l'art, il faudra démontrer et non simplement affirmer que le projet est en rupture avec cet état de l'art. Il faut donc s'appuyer sur des recherches bibliographiques. Quelles bases de données ont été utilisées, avec quels mots-clés et quels ont été les résultats. En ce qui concerne la qualité de suivi des projets, la note sera différente entre une documentation non orientée R&D et une documentation qui montrerait bien qu'une démarche expérimentale a été suivie. Quelles hypothèses ont été testées, pourquoi, comment les résultats ont été interprétés, quelles réorientations ont été réalisées. Ceci, même en cas d'échec du projet, c'est très important, car les conclusions tirées ont pu faire progresser la connaissance et il est important de le mettre en évidence. Merci, je rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions, vous utilisez la petite fenêtre de chat qui apparaît à droite de votre écran, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors Laurie, pour bien comprendre, vous allez nous présenter quelques exemples qui vont permettre d'illustrer cette démarche d'analyse. Alors tout d'abord, un exemple dans le domaine de l'industrie. Oui, tout à fait. Nous sommes concentrés sur deux secteurs d'activité, d'abord l'industrie avec un exemple de projet dans l'aéronautique, et ensuite Bruno nous parlera d'un projet dans les services, plutôt dans les TIC. Mais il est à noter que cette démarche d'analyse serait la même pour des projets de R&D qui seraient menés dans les domaines des sciences humaines et sociales ou bien des sciences naturelles, par exemple. Alors, ce premier projet, donc dans le domaine de l'aéronautique, portait sur l'usinage d'aubes de moteurs d'avion. De prime abord, nous pourrions considérer que les méthodes d'usinage étant connues, un tel projet serait plutôt de type développement expérimental, voire de développement classique inéligible. Or, en étudiant en profondeur l'éligibilité, et selon les 5 points que nous avons vus précédemment, nous avons pu mettre en évidence une problématique forte quant à l'analyse du comportement des matériaux lors du processus d'usinage. En effet, la limite technique posée par la ductilité des alliages d'aluminium et les phénomènes de vibration lors de l'usinage étaient évoqués dans la littérature. La rupture avec l'état de l'art était donc bien avérée. Les incertitudes portaient sur la maîtrise des phénomènes vibratoires et de déformation du matériau qui auraient pu mettre en péril l'état de surface et donc les performances du moteur d'avion. Nous étions donc là en présence d'un projet industriel éligible, mais dont la démarche de R&D était peu formalisée. Dans ce cas-là, nos préconisations ont été de mettre en avant les hypothèses testées, les réorientations et l'apport de connaissances générés par ces travaux de R&D. Bruno, illustrons maintenant cette méthode dans un autre domaine. Oui, alors au cas présent, effectivement, il s'agit d'un projet télécom, c'est l'implémentation d'un réseau Wi-Fi haute densité. L'entreprise, notre client, souhaitait mener des expérimentations sur le rendement en matière de couverture et de capacité d'un réseau Wi-Fi haute densité dans un environnement justement à forte densité, où des milliers d'utilisateurs simultanés sont regroupés dans un espace restreint. Alors, il s'agit de configurations auxquelles les systèmes Wi-Fi conventionnels ne sont pas en mesure de répondre. Créer un réseau Wi-Fi haute densité suppose des challenges au niveau des couches radio et services pour obtenir une qualité de service qui soit acceptable. L'application à des environnements de forte densité implique d'élaborer de nouvelles stratégies de développement et de déploiement de réseaux Wi-Fi dans le but d'optimiser le signal et de réduire les interférences. Nous sommes sur l'innovation incrémentale. La technologie existe, mais elle doit être adaptée et améliorée pour s'intégrer dans des environnements spécifiques et complexes. Néanmoins, les tests réalisés étaient davantage empiriques et ne s'intégraient pas vraiment dans un plan d'expérimentation formalisé. Par ailleurs, le projet, cette année-là, au moment où on l'a pris, était encore dans sa phase aval, avec peu de résultats concrets et d'éléments de preuve permettant de soutenir le projet. De prime abord, le niveau d'éligibilité et de capacité de justification était plutôt moyen, comme vous le voyez sur le scoring à l'écran. Nous avons alors travaillé avec notre client pour mettre davantage en lumière la démarche globale de R&D, les hypothèses testées avec les expérimentations associées, et également souligner les connaissances générées dans le cadre de ce projet. En effet, in fine, les expérimentations menées corrélées à l'étude bibliographique complémentaire que nous avons pu réaliser ont permis de définir des hypothèses de base et un dimensionnement macro et générique applicables à cette typologie de lieu. Le projet a ainsi été retenu dans le crédit d'impôt recherche de notre client et a d'ailleurs été validé depuis en contrôle. Alors, on voit que une fois que le scoring est réalisé sur
tout le portefeuille projet, suivant les principes développés par Laurie. Ceux-ci vont être hiérarchisés de manière à cartographier ce portefeuille selon le prisme du crédit d'impôt recherche. Et on voit à l'écran que des zones de force et de faiblesse vont apparaître. Donc les zones de force plutôt en haut à droite, les zones de faiblesse plutôt en bas à gauche. Merci, je me permets d'interrompre cette présentation parce que nous commençons à avoir des questions et peut-être celle-ci parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure comme étant un axe d'analyse du STIR. Question, quel est l'impact de la capacité de justification financière? Alors, très bonne question. En effet, les enjeux financiers sont importants, il est important de les prendre en compte et c'est un élément supplémentaire d'arbitrage. Là, on a vu deux axes, mais les enjeux financiers seront à analyser, c'est-à-dire le poids que représente un projet qui serait plus ou moins en risque dans le STIR total pourra conduire à le retenir ou non selon la stratégie de valorisation de l'entreprise. Par exemple, pour faire cet arbitrage, vous pourrez relier la proportion de chaque projet dans le STIR avec le diamètre des bulles que nous voyons à l'écran et voir le positionnement des projets les uns par rapport aux autres et décider de sélectionner une zone plutôt qu'une autre. Très bien, écoutez Laurie, comme vous aviez la parole, vous allez la conserver. On va poursuivre, vous nous avez présenté cette méthodologie. Alors, comment s'inscrit-elle dans un cycle de projet STIR? Alors, voici une représentation simplifiée d'un schéma, d'un process STIR. Ce que nous constatons chez nos clients, c'est que bien souvent, les directions financières et R&D gèrent le STIR sans se concerter suffisamment. Donc, nous avons d'une part le directeur R&D accompagné des chefs de projet qui vont sélectionner les projets éligibles. La direction financière va collecter les données du type salaire, facture de sous-traitance, dotation aux amortissements des matériels utilisant R&D, et va ainsi calculer le STIR. Enfin, le directeur R&D et les équipes techniques vont rédiger la documentation technique pour justifier cette valorisation. Or, une bonne communication entre direction financière et direction R&D est cruciale pour avoir une vision claire et juste, et ainsi éviter soit des risques d'omission de projet, soit de valoriser des projets et des dépenses qui pourraient être difficiles à justifier. Tout l'enjeu est donc de synchroniser l'approche STIR des directions financières et R&D en se concentrant lors de deux moments clés. Vous pouvez voir là en violet. D'une part, la définition de la grille de notation qui doit être adaptée à l'organisation et d'autre part, l'arbitrage des projets incertains en accord, encore une fois, avec la stratégie de valorisation de l'entreprise. Une fois que cette notation sera réalisée sur tout le portefeuille de projets, ceux-ci vont pouvoir être hiérarchisés, projets éligibles, inéligibles ou incertains, et l'arbitrage sera fait de façon conjointe. Bruno, voyons comment faire cet arbitrage. Alors, comme je l'ai indiqué, le mapping du portefeuille projet va permettre d'identifier des familles de projets plus ou moins en force ou en faiblesse. Le premier cas que nous voyons à l'écran est le cas le plus simple et vertueux. Le projet a un bon niveau de scoring en éligibilité avec une bonne capacité de justification technique. Donc le projet va s'inscrire sans aucun doute dans une démarche de R&D pleinement justifiée et va pouvoir ainsi entrer dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche. Nous avons le cas suivant, qui est également un cas simple, mais à contrario, l'éligibilité des projets est faible, avec une mauvaise capacité de justification technique. Là, notre recommandation, évidemment, est de ne pas intégrer ces projets dans son crédit d'impôt recherche, bien évidemment. Les autres cas sont plus complexes, car ils concernent les projets incertains, c'est-à-dire dont le niveau d'éligibilité et de justification scientifique sont soit moyens, ou bien les deux composantes d'analyse ont des niveaux opposés, éligibilité faible et capacité de justification forte ou moyenne, ou éligibilité forte ou moyenne et capacité de justification faible. Il faut alors rentrer un peu plus dans le détail pour pouvoir arbitrer la prise en compte ou non du projet dans son crédit d'impôt recherche et voir quel plan d'action pourrait être mis en œuvre pour renforcer le positionnement du projet. Alors là, on est effectivement sur le cas d'un niveau d'éligibilité faible et on va avoir deux cas de figure. D'abord, pour l'année en cours, donc avec potentiellement peu de temps devant vous, c'est le cas le plus inconfortable, il va falloir challenger davantage, c'est-à-dire vérifier et revérifier en profondeur l'adéquation entre incertitude technologique, travaux, apport de connaissances, pour vous forger une conviction.
Vous pouvez également questionner de manière informelle les administrations concernées, et notamment la délégation régionale de la recherche et de la technologie en région. Elles ne sont pas obligées de répondre et leur avis ne sera pas opposable en cas de contrôle fiscal, mais il permettra de renforcer votre conviction. Vous pouvez également faire une demande de rescrit si le calendrier le permet, c'est-à-dire une demande formelle d'avis préalable qui sera opposable à l'administration fiscale en cas de contrôle. Enfin, vous avez toujours la possibilité de recourir à un cabinet référencé C2I par la médiation des entreprises afin d'obtenir un diagnostic éclairé et argumenté et ainsi tirer avantage du niveau d'expertise et de benchmark de ces cabinets sur les très nombreux projets qu'ils ont à gérer. Sans véritable réponse ou conviction, ne retenez pas le projet. Au-delà du risque de redressement associé, il va également contribuer potentiellement à décrédibiliser l'ensemble de votre dossier. Donc, moi, je préconise de ne pas prendre ce risque. Si vous avez plus de temps et pour l'avenir, on va préconiser de structurer davantage votre recherche et développement, c'est-à-dire définir votre stratégie de R&D et positionner le projet en fonction de cette stratégie. Développer vos processus d'innovation, implémenter, le cas échéant, des échelles de maturité technologique, dotez-vous d'outils de veille technologique et formalisez l'avancement des travaux. Vous pouvez également nouer des partenariats avec des organismes de R&D et ou intégrer des thésards sur le projet pour chercher à vérifier des hypothèses. Ce sont des indicateurs de R&D qui ne sont pas suffisants pour valider à 100% l'éligibilité du projet, mais qui vont y concourir grandement. Vous pouvez naturellement toujours faire appel à une demande de rescrit ou faire aider par un conseil spécialisé. Si nous sommes dans le cas d'un niveau de justification technique faible, de la même manière, deux cas de figure sont à considérer. Le court terme, pour l'année du CIR en cours, il va falloir formaliser et illustrer davantage la démarche de R&D. Identifier et retravailler les éléments manquants pour constituer le dossier technique justificatif, à savoir l'état de l'art, les incertitudes qui en découlent, la description détaillée des travaux et l'apport de connaissances liées à ce projet. Et encore une fois, si nécessaire, recourir à un conseil en cas d'indisponibilité de vos ressources, par exemple, ou si vous ne disposez pas des outils de veille technologique adéquats pour réaliser cet état de l'art. Pour l'avenir, on vous recommande de synchroniser le process crédit d'impôt recherche avec le cycle projet R&D, c'est-à-dire définir les livrables du cycle projet R&D à adapter pour disposer de justificatifs crédit d'impôt recherche, des templates, des rapports d'essai, des études de faisabilité, et formaliser et collecter ces livrables en temps réel. Ce type de pilotage du crédit d'impôt recherche en temps réel pourra également intéresser les directions financières et R&D qui souhaiteraient connaître et suivre au cours de l'année l'impact du CIR sur leur budget R&D. Alors, ce qu'il faut retenir, il est donc fondamental pour les directions financières et R&D de procéder par méthode et conjointement. Tout d'abord, en analysant l'existant. De quelles pièces disposez-vous? Ensuite, il faut confronter ces éléments avec les attentes de l'administration fiscale et du ministère de la Recherche. Les recherches bibliographiques ont-elles été réalisées pour démontrer la rupture avec l'état de l'art? Est-ce que les rapports d'essai, schémas et prototypes ont été collectés et permettent de montrer la démarche de R&D qui a été suivie? Cette checklist permettra d'identifier les preuves manquantes de l'éligibilité de vos projets et de construire un plan d'action en concertation, donc toujours entre les directions financières et R&D. Ensuite, l'adéquation entre les éléments de preuve de votre R&D et les attendus des organes de contrôle devra être suivie pour sécuriser votre CIR d'aujourd'hui, mais également celui de demain. Alors en conclusion, je pense que vous l'avez compris, nous vous recommandons de mettre en place une méthodologie de gestion des risques projets liés au crédit d'impôt recherche pour une vision partagée de la part des directions scientifiques et des directions financières sur la robustesse du CIR. Ceci dans le but de servir au mieux la stratégie de l'entreprise qui a été définie par la direction générale. Une stratégie plutôt prudente, plutôt volontariste sur le sujet. Cette méthodologie va également permettre de tracer les arbitrages opérés sur la sélection des projets et ainsi assurer un bon alignement, on va dire, entre les parties prenantes, direction R&D et finances, au moment du contrôle, pour mieux défendre ensemble les positions retenues initialement. Contrôle qui, je le rappelle, peut se déclencher plusieurs années après le dépôt de la déclaration de crédit d'impôt recherche. Par ailleurs, comme Laurie l'a évoqué dans la réponse à la question posée précédemment, au-delà de la dimension de projet, que ce soit sur l'éligibilité ou la capacité de justification technique, il ne faudra pas oublier de fournir les mêmes efforts sur la gestion des risques liés à la justification financière. Après, au-delà de la sélection des projets et des dépenses associées,
la présentation scientifique du projet en tant que tel, et que ce soit dans la forme ou le fond, devra également faire l'objet de toute votre attention. Je suis surpris d'être encore régulièrement sollicité par des entreprises qui ont retenu et valorisé des projets intrinsèquement éligibles et documentés, mais qui ont plus ou moins bâclé le travail de présentation du projet selon le formalisme requis et sans les éléments de preuve adéquats, et du coup qui ne passent pas le premier stade du contrôle. Ceci va donc nécessiter un travail supplémentaire pour sortir par le haut de cette procédure. Merci, et vous avez la possibilité de regarder la méthodologie de gestion des risques des mines en vidéo sur le site, la chaîne YouTube des mines. Comme vous allez recevoir par retour de mail cette présentation diaporama, vous aurez tous les éléments qui ont été présentés par Bruno et par Laurie, que nous remercions. Vous avez d'ailleurs les coordonnées si vous souhaitez les contacter afin de poser vos questions directement à Bruno Coulmans et Laurie Biraud. Et il y a eu des questions pendant ce webinaire. Alors, on va les regarder. Peut-être une question pour Bruno, ce que vous aviez parlé tout à l'heure de la possibilité de rédiger un rescrit. Et on nous demande si on peut savoir un petit peu plus sur cette procédure de rescrit. Alors oui, il s'agit d'une demande d'avis préalable adressée par l'entreprise à l'administration pour obtenir une position formelle de sa part sur l'éligibilité des travaux. Que dire, l'entreprise a la possibilité d'effectuer la demande de rescrit jusqu'à 6 mois avant le dépôt de la déclaration, et même après la réalisation des premières dépenses. La demande de rescrit doit être adressée à l'administration fiscale, mais peut également être adressée au délégué régional à la recherche et à la technologie en région et à l'Agence nationale pour la recherche. L'administration a 3 mois pour se positionner, sinon, sans réponse de sa part, cela vaut accord tacite opposable en cas de contrôle fiscal. Alors, il y a eu des évolutions récentes, je vais rentrer un petit peu dans le détail, mais je ne sais pas si c'est le sujet de la question. Il est possible aujourd'hui de valider un montant plancher des dépenses de recherche au titre de l'exercice en cours. Ça s'applique que pour les petites entreprises et ça ne s'applique pas sur le rescrit, notamment du crédit d'impôt innovation. Et depuis septembre 2016, il y a une nouvelle modification qu'on appelle le rescrit roulant. En cas de modification par l'entreprise du projet qui avait été décrit à l'administration fiscale, notamment, vous savez, dans le cas des projets pluriannuels, les entreprises ont la possibilité de solliciter une révision de ce rescrit initial. L'administration reste malgré tout soumise au délai légal de traitement de 3 mois dont je parlais, mais a priori devrait instruire plus facilement la demande par la connaissance préalable sur le dossier. Très bien. Question concrète. À partir de quelle note sur 30, je vous ai parlé d'une note sur 20 et d'une note sur 10, à partir de quelle note sur 30 sélectionnez-vous de manière définitive les projets? Alors, au risque de décevoir l'assistance, je ne vais pas répondre directement à cette question parce que vous l'avez compris, on est dans la gestion du risque. Donc à partir de ce moment-là, à un moment donné, il faut pouvoir effectivement qualifier le risque. On est capable de positionner nos projets avec la méthode que Laurie a présentée sur des zones de menace où là clairement, en gros c'est la partie du diagramme, je ne sais pas si on peut revenir sur le diagramme, mais c'est la partie du diagramme en bas à gauche où les projets étaient en menace. Pour le coup, ces projets-là, il ne faut pas les retenir. Quand ils sont positionnés en haut à droite et que ce sont des projets plutôt en force, là, effectivement, il ne faut pas se poser de questions, il faut effectivement les intégrer dans le crédit d'impôt recherche. Et après, on a toute la zone intermédiaire où là, il va falloir effectivement regarder l'enjeu des projets et également la capacité qu'on a par les plans d'action dont on a parlé tout à l'heure, de pouvoir potentiellement ramener ces projets dans une zone plus en haut à droite que en bas à gauche. Donc on est vraiment dans un pilotage au cas par cas, en fonction d'une fois des enjeux et en fonction des possibilités de faire évoluer le scoring initial qu'on a pu déterminer. Très bien. Autre question, cette méthodologie est-elle transposable quel que soit le secteur d'activité? Alors, pour le coup, nous, on l'utilise, nous, Hemming, on l'utilise de manière généralisée sur l'ensemble de nos missions auprès de nos clients. Par contre, en réfléchissant à la question, il est effectivement possible d'avoir des adaptations de cette méthodologie ou une simplification, on va dire. Je pense notamment, pour être concret, au pharma. Il est admis aujourd'hui que les essais cliniques jusqu'à la phase 3 sont éligibles au titre du crédit d'impôt recherche. Aussi, la hiérarchisation des projets en termes de risque ne fait pas beaucoup de sens sur ce type d'activité. Donc on peut effectivement s'en passer. De la même manière, les entreprises de l'aéronautique ou du spatial qui ont structuré leur développement en s'appuyant sur les échelles
TRL dont je parlais tout à l'heure, donc de maturité technologique, ne se pose pas forcément trop de questions sur les niveaux de TRL1, principe de base observé, au niveau de TRL5, où là c'est la validation du concept technologique dans son environnement représentatif. Par contre, ils vont commencer à se poser des questions au niveau des TRL6 et 7, qui valident les prototypes et qui peuvent peu ou prou rentrer dans la définition du développement expérimental, mais pas toujours. Donc là, il y a une zone d'incertitude sur le 6 et 7, mais avant, voilà, le scoring tel qu'on le fait, la cartographie telle qu'on le fait sur les TRL plus bas n'a pas de sens en vérité. Je réfléchis encore, dans l'automobile, on a aussi la détermination potentiellement d'un jalon spécifique du développement véhicule qui permet de reprendre les projets, la partie des projets qui se déroulent antérieurement à ce jalon. Ce jalon, c'est en général celui qui précède le stade de validation des outillages. Donc là, encore une fois, est-ce que faire une cartographie de son portefeuille de projets sur les projets qui sont en amont de ce jalon est nécessaire? On peut se poser la question. Sur la partie développement logiciel, certains critères tels que le dépôt de brevet ne seront pas applicables. Il faut donc, dans certains cas, personnaliser les critères présentés dans la méthodologie générique par Laurie et faire un peu de fine-tuning de l'outil, je pense, pour certains sujets. Très bien. Alors, on a une question qui est liée à l'un des indicateurs qui a été présenté par Laurie, tout ce qui était au niveau de l'état de l'art. On a une question peut-être un peu générale, donc peut-être aussi l'aborder, qui est comment constitue-t-on un état de l'art, nous demande-t-on. Alors, vaste question. En effet, ça vaste question. La partie état de l'art est fondamentale dans le dossier de justification technique. Et les textes expliquent bien qu'est-ce que l'état de l'art et donc comment le constituer. Donc l'état de l'art, c'est l'état des connaissances scientifiques ou techniques au début des travaux. Donc toutes les connaissances nouvelles qui, dans le domaine considéré, vont dépasser les connaissances accessibles. Donc pour constituer l'état de l'art, il faudra montrer que les connaissances accessibles n'apportaient pas de solution permettant de surmonter les difficultés techniques. Donc, analyser les connaissances accessibles nécessite la maîtrise de bases de données et d'outils de recherche, mais également l'utilisation de mots-clés pertinents. Donc, par exemple, pour tout ce qui concerne la littérature scientifique, on pourra utiliser des bases de données comme Scopus, et pour les brevets, des outils comme Questel et Orbit. Et là, donc, les mots-clés devront être déterminés de façon précise et parfois dans plusieurs langues, et étendre le champ de la recherche à différents pays. Merci. Alors justement, on reçoit juste une question liée à l'état de l'art. Est-ce que l'état de l'art est-il le résultat d'une veille technologique? Alors en partie, très clairement, l'état de l'art fait partie de la veille technologique. Par contre, la veille technologique englobe une composante supplémentaire, à savoir la veille concurrentielle sur les technos justement qui intéressent l'entreprise. Parfait. Merci à vous, merci Bruno, merci Laurie pour cette présentation. Merci également à David Recangalt et Valentin Huguet-Bourrel pour la préparation et l'organisation de ce webinaire que vous pouvez retrouver sur le site deming.fr. Et puis, comme vous allez recevoir, comme j'ai dit tout à l'heure, cette présentation diaporama, vous aurez les coordonnées de Bruno et de Laurie si vous avez d'autres questions pour pouvoir les contacter directement. Merci à vous deux. Merci de votre attention. Bonne fin de journée. Au revoir.